Bonjour à tous et bienvenue sur le regard ciné de Kinou et Marie-Lise. Nous vous prévenons que ce podcast consacré au film I Got Game de Spike Lee sera en 2 parties. Bonne écoute. Le monde se divise en 2 catégories. Here's Johnny! Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Jake, en détention depuis plusieurs années, reçoit une proposition de la part du gouverneur de l'État. Il a 1 semaine pour convaincre son fils, jeune basketteur à l'avenir très prometteur, d'intégrer l'université d'État Big State. S'il y parvient, il sera remis en liberté. C'est le synopsis du film I Got Game, sorti en 1998. Il s'agit du 14e long métrage du très prolifique Spike Lee. L'histoire est centrée sur le personnage de Jesus Shuttleworth, interprété par l'une des jeunes stars de la NBA de l'époque, Ray Allen, et sur son père, Jake, joué par l'excellent Denzel Washington. Cette ode au basketball est aussi un film poignant sur les relations difficiles entre un père et son fils. I Got Game de Spike Lee, c'est le film dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonjour Kinou. Bonjour Marie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, I Got Game, ton choix du coup. Mon choix, là, c'est signé. Ouais, c'est signé, c'est clair, c'est un des rares films qui parle de basketball avec une certaine réussite de mon point de vue. Il y a plein d'autres films qui traitent du sujet basket qui, à mon avis, sont moins bons. Pour moi, c'est le meilleur film de basket. Ouais. La vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment un film sur le basket ? J'en suis pas sûr. Entre autres. C'est une trame de fond. Ouais. C'est une déclaration d'amour au basketball. Oui, complètement. Parce que Spike Lee est un fan absolu de ce sport. On va y revenir parce qu'il y a plein de choses à dire autour de Spike Lee et de son amour du basket. C'est le premier un des abonnés réguliers du Madison Square Garden. Il est toujours au premier plan et en plus il est plutôt volubile, donc on le repère. Il a tout l'attirail des Knicks et il s'en prend assez régulièrement aux adversaires, à l'arbitre, ce qui lui a valu d'ailleurs certaines... Oui. Ah, carrément. En fait, disons qu'il chauffe tellement. Il y a certains joueurs dont l'aura dépasse la sphère basketball, mais notamment Michael Jordan, où il suffisait d'un tout petit peu de motivation supplémentaire pour qu'il mette son costume de Superman et donc Spike Lee en fait servait souvent de motivation à Michael. C'est pour ça qu'il a souvent réussi au Madison, parce que pas que pour ça, parce que moi tu peux mettre Spike Lee sur le bord du terrain, je vais pas faire ce que faisait Michael Jordan. Non, malheureusement. Non. C'est pas donné à grand monde. C'est pas donné à tout le monde, mais en fait c'est le genre de mec, on parlera de Kobe Bryant aussi tout à l'heure. Ouais. C'est le genre de mec à qui il suffisait d'un petit plus de motivation, qui ont tellement un esprit de gagneur, qui ne supportent pas la défaite, que le simple fait de les chambrer parce qu'ils se sont fait marquer un panier sur la tronche pouvait suffire à les booster et donc à changer complètement la physionomie d'un match. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que Spike Lee est un vrai fan et un vrai connaisseur de basketball. Mais ça se sent. Ouais. Ça se sent dans le film. Ouais. Quand j'ai vu l'intro déjà sur le basket, elle est c'est magnifique. Géniale cette intro. C'est très très beau. Elle est superbe. Pour moi, c'est l'histoire d'amour du basket en fait. Parce que la musique est juste géniale. On va y revenir sur la musique de cette intro. C'est très intéressant. Je pense que tu as vu la même chose que moi en préparant le podcast. Déjà, c'est traité comme de la danse classique. C'est un art. D'ailleurs, à un moment donné, Jesus Shuttlesworth est interviewé par une chaîne américaine dans l'histoire, dans l'intrigue. Et il a ces mots, et je pense que c'est les mots de Spike Lee. Il dit « Basketball is poetry in motion », c'est-à-dire le basket, c'est de la poésie en mouvement. Et c'est ce qu'a voulu... Mais c'est hyper gracieux. Alors, moi, j'ai toujours assez apprécié le basket, je pense, à cause ou grâce à toi, mais grâce à toi, parce que c'est pas particulièrement quelque chose qui m'aurait attiré à la base, mais c'est vrai qu'à voir, c'est magnifique. Jordan, j'y connais rien, il est félin, mais quand je vois Michael Jordan, le type, il vole, c'est magnifique. Et là, ça rend vraiment hommage à ça, la façon dont c'est filmé. Et Spike Lee voulait absolument un joueur. Ouais. Un vrai joueur de basket. En fait, il a clairement dit je trouverai jamais un acteur capable de jouer un basketteur,
number one prospect. De la trempe du personnage, voilà, fait. Impossible. Donc, il faut que je trouve un joueur de basket de cette trempe-là qui soit capable de faire l'acteur, quoi. Mais du coup, moi, ça m'a fait rire toute seule parce que quand j'ai vu l'une des premières scènes, l'un des premiers matchs de basket, je me suis dit, ah ouais, ça c'est du vrai basket. Et ça m'a fait repenser à toutes les fois où tu craquais devant la télévision. Parce que bon, comme toutes les femmes de ma génération, quand j'étais jeune fille, je regardais Hartley Cœur à vif à la télévision. Hein, si vous êtes à peu près de ma génération, vous reconnaîtrez aussi. Ouais. Et dans Hartley Cœur à vif, des moments où il jouait au basket dans la cour du lycée. Je sais pas si on peut appeler ça jouer au basket. Je me rappelle que tu craquais à chaque fois en disant mais n'importe quoi. Ils savent pas jouer du tout, c'est nul. Ouais, disons que dans l'histoire, ils devaient être super bons. Oui, dans l'histoire, ils étaient censés être bons. Ouais. Et en fait, les mecs, ils savaient pas. C'était des acteurs, on peut pas leur en vouloir. Ils avaient probablement jamais joué au basket, mais ils étaient nuls. Et on voyait qu'ils savaient pas dribbler, qu'ils savaient pas. Et là, en effet. Là, quand tu vois la scène dans les God Games, tu te dis ah oui, ça c'est du basket. C'est magnifique. En plus, il y a du slow motion. C'est super beau. Quand t'aimes ce sport, cette scène-là, elle est juste magique. La scène d'intro. Pour moi, c'est une des plus belles scènes qui a jamais été faite ever, parce que j'aime le basket et que en fait, c'est... Alors pour l'expliquer, cette scène-là, faut la voir parce qu'en fait, elle est pas vraiment explicable, mais c'est une séquence où on voit plein de basketteurs à plein d'endroits différents, des gens très différents, les uns des autres, qui jouent simplement au basket, la plupart du temps seuls face à leur panier. C'est un des rares sports d'ailleurs où tu peux te faire plaisir en jouant tout seul. Le basketball, c'est un sport collectif, mais sur lequel tu peux tout à fait t'éclater tout seul avec ton ballon. D'ailleurs, là, on voit, ils font un match à deux, ils s'éclatent quand même. Enfin, il y a de l'enjeu dans le match, mais je veux dire, c'est... Ouais, tu peux jouer à deux. Tu peux jouer à deux, tu peux jouer tout seul. Parce que tu peux t'entraîner à shooter, tu peux te faire... Enfin, et il faut pas grand-chose. Il faut juste un ballon qui rebondisse. Et même le panier, j'ai envie de dire, on voit dans des petits bouts de scène, là... Des paniers qui sont construits de briques et de broc. Ça m'a rappelé aussi des souvenirs quand j'étais gamin où il fallait absolument que j'ai un panier de basket à peu près à n'importe quel endroit où je me trouvais. et du coup, des fois, on construisait des trucs un peu à l'arrache en système D, mais pour avoir quelque chose qui représentait à peu près un panier dans lequel je pouvais shooter, quoi. Et je trouve que c'est hyper bien fait, hyper bien dépeint. La musique de fond, elle est... c'est musique classique, donc ça donne une aura un peu différente au sport. Tu vois qu'en fait, tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être dans le ghetto noir américain, tu peux être à la campagne, dans une ferme. J'ai des paysages qui doivent être, je pense, grecs, etc. Sur une île, t'as des terrains mythiques aussi, t'as Venice Beach, t'as... des terrains de playground qui sont connus internationalement. Donc ça donne le côté très universel en fait de ce sport qu'est le basket. Il termine en plus Spike Lee par des femmes qui jouent. Et il faut pas oublier que le film est sorti en 98, que le sport féminin a fait beaucoup de chemin depuis cette période-là, et notamment le basket, puisque la NBA avait décidé en 98 de créer le pendant féminin de la NBA, de WNBA du coup. Et c'était juste une décision qui venait d'être prise par le commissionnaire de l'époque qui s'appelait David Stern, qui est décédé depuis, peu à son âme, qui a fait beaucoup pour l'aura de la NBA et du basket américain et qui donc a créé la WNBA qui existe toujours et qui prend une aura de plus en plus importante aux États-Unis notamment. Donc le petit clin d'œil à la fin pour montrer que les femmes aussi jouent au basket, c'est pas anodin et ça s'inscrit dans un moment un peu clé dans le basket féminin américain. D'accord. Même au-delà d'une forme d'art, le basket, en fait, dans le film, il est carrément vu comme quelque chose de sacré. Ouais, parce qu'en plus, il y a plein de références. Alors déjà, l'affiche du film, la catchphrase sur l'affiche américaine, c'est « The Father, the Son and the Holy Game ». Donc le Père, le Fils et le jeu sacré. C'est ça. Donc déjà, c'est pas anodin. Hein. Non, le personnage principal s'appelle Jésus. On apprend au cours du film que en fait son père l'a appelé comme ça en référence au basketteur Earl Monroe. Earl Monroe, le Black Jesus. Voilà, le Black Jesus, donc qui était un joueur des Knicks dans les années 70. Hein. Un énorme joueur et vu que l'intrigue se passe à Brooklyn. Brooklyn qui à l'époque n'avait pas de franchise NBA à proprement parler, puisque maintenant on a les Nets, mais c'est un déménagement de l'état du New Jersey en fait, qui n'était pas assez bankable je pense, qui donc a déménagé à Brooklyn, mais il y avait seulement les Knicks sur New York, c'est la franchise historique. Et oui, c'est sûr. Et donc le basket est vraiment vu comme quelque chose de sacré, ça se voit aussi donc, dans la façon dont c'est filmé, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces petites références à la religion qui ponctuent le film. Et on comprend que la vraie religion de Jake, en tout cas,
du personnage de Denzel Washington, c'est le basket. C'est le basket. Et C'est d'ailleurs, là qu'il arrive à méditer, c'est là qu'il arrive à trouver un état de grâce. de grâce et de stabilité, même dans sa vie en prison, en fait. Tu comprends, Ouais, c'est et il y hyper a important. il y a plein de trucs dans le film, même la paire de Jordan. Oui. Alors, c'est la Jordan 13, on va en parler un peu parce que c'est une paire mythique pour le sneakerhead que je suis. Ils l'ont eu avant, en plus. Hein. Elles n'étaient Ouais. pas encore sorties. Ouais. Spike Lee a eu D'ailleurs, l'accès. il y a une anecdote assez rigolote puisque Spike Lee explique qu'on va avoir les Jordan 13 sur le tournage et tout. Et donc, Ray Allen va voir Spike Lee en lui disant ma pointure, dis non, c'est pas pour toi, c'est pour Denzel. Donc Ray Allen explique ça dans une interview de manière assez marrante en disant j'étais un peu dégoûté parce que moi ça faisait 2 ans que je jouais déjà à NBA, j'avais pas pu me procurer cette paire de baskets, et Denzel il est bon au basket mais il joue un peu moins bien que moi quand même. Et du coup il a eu accès à la paire avant moi. C'est une paire absolument mythique, la Jordan 13. Ah ouais, d'accord. C'est celle avec laquelle je crois il gagne son dernier titre, Michael Jordan. D'accord. Et c'est une paire qui en plus est dans l'urban culture dont le basket fait partie, hip-hop culture, etc. C'est une paire qui a été portée par plein de stars du hip-hop, du basket évidemment, qui sont 2 cultures qui sont très très liées quand même. Oui. Faut pas le. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je suis assez surprise qu'il n'y ait pas plus de hip-hop dans la BO du film. C'est volontaire. Oui, mais c'est bien, hein, c'est pas une Ouais. critique, mais c'est surprenant. C'est volontaire de la part de Spike Lee. Il a fait travailler Public Enemy, qui est donc un groupe de hip-hop, qui est un groupe de rap, mais un des rares groupes américains avec un rap plutôt, comment dire, je vais pas dire conscient parce que c'est un terme un peu, revendicateur. mais oui, voilà, parce que Fight the Power, c'est eux. Enfin, c'est quelque chose. C'est pas juste, je fume des joints, je baisse des biatchs et je fais de l'argent. Ce qui est quand même la thématique principale du rap américain, que j'aime bien au demeurant. C'est pas une critique, mais là, Spike Lee a voulu, je pense, volontairement un groupe un peu plus conscient de ce qu'il, enfin, en tout cas avec un message beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif, voilà. C'est sûr. Et la BO est très bien. Le truc qui a été repris dans plein de documentaires. Oui, la reprise de Buffalo Springfield, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Je la trouve super cette chanson-là, elle est classe. Elle est juste ce qu'il faut en fait pour le film, c'est parfait. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc oui, le postulat de départ, quoi, le synopsis, tu l'as expliqué, Marie. Donc c'est une histoire qui paraît assez ça simple. paraît peu probable quand tu vois le truc, mais je pense que si tu regardes un peu les anecdotes... ultra probable. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ultra possible aux États-Unis. Parce que moi, quand je vois le début du film, je me dis, attends, donc en gros, on va faire sortir un meurtrier de tôle s'il arrive à convaincre son fils d'aller dans telle université. C'est hallucinant. C'est génialissimement possible. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Spike Lee est super intéressant dans son approche parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui ait déjà été fait en fait. Encore que, bon, on peut se poser la question, mais quand on voit toutes les luttes d'influence aux États-Unis pour faire signer un jeune prospect, donc un mec qui potentiellement va devenir une vraie star du basket, c'est incroyable. C'est incroyable, les anecdotes réelles que C'est vrai, il y a des anecdotes qui sont à ce point-là incroyables. C'est incroyable. Chaque explique les trucs qui lui ont donné envie de signer à tel ou tel endroit. Quand il explique ça, tu te dis waouh, c'est incroyable. Et en fait, ils sont tellement bons qu'ils arrivent à essayer d'établir un profil psychologique parce qu'ils savent que c'est pas le même truc qui va faire signer certains joueurs par rapport à ce qui te fait kiffer en fait, tout simplement. Et O'Neal, il lui enfilait des bonbons et des peluches. Ouais, peut-être un trampoline, je sais pas, une console, tu vois. Non, il explique pas, il dit pas exactement ce qu'il a pu obtenir, sachant que réglementairement parlant, et c'est hyper hypocrite, mais globalement, l'athlète en lui-même, étudiant dans une université, n'a pas le droit de toucher le moindre centime. Ah, d'accord. C'est interdit. D'ailleurs, il y a un plutôt bon film qui s'appelle Blue Chips, où Shaq joue un rôle avec Nick Nolte aussi. D'accord. Où ils expliquent justement, c'est un coach de fac qui veut recruter correctement pour son équipe de basket, mais qui en fait n'y arrive pas parce que tous les bons joueurs partent dans des facs qui soit vont filer un job à leur famille, soit vont inclure le coaching staff de la high school dans le coaching staff de la fac, donc en gros que les parents ou les proches, l'entourage en fait du joueur disent attends, il n'y a pas le choix, c'est là-bas que tu vas aller parce que du coup ça va nous rapporter, on a besoin de vivre pour l'instant, c'est ça. Et parce que l'environnement dépeint par Spike Lee, c'est l'environnement de beaucoup de jeunes sportifs américains
la Black. plupart du temps black, qui sont issus de quartiers défavorisés. Ouais, et de donc, familles dans des situations compliquées. l'enjeu du sport, c'est ouais. juste de survivre en fait. C'est-à-dire que là, c'est intéressant aussi parce que on voit vraiment la pression que subit le jeune. Ouais. Il a même, en fait, à un moment, la question est même posée, est-ce qu'il aime le basket ? Ouais. Il a pas le choix en fait, hein. Il est obligé d'aimer le basket, c'est sa seule porte de c'est sortie en fait. Hein. Je pense qu'en plus dans l'histoire, fondamentalement, il aime ce sport. Oui, je pense qu'il aime. Mais la maman, à un moment, quand on voit un flashback, quand la mère est encore là, elle dit mais des fois je me demande si tu te sens pas obligé de jouer à ça parce que ton père veut que tu joues quoi. Ouais. Et c'est vrai que on voit bien la pression qu'il peut subir. Déjà la pression que son père lui mettait quand il était gamin pour qu'il devienne le meilleur, qui est pas très saine dans la façon dont il le gère. Hein. Tout, la pression de choisir une université, de passer directement professionnel parce que c'est aussi une possibilité. Bien sûr. Et toutes les personnes qui l'assaillent de questions, qui essaient de le manipuler pour qu'il fasse un choix ou un autre, quand t'as 18-19 ans, c'est hyper... Enfin, c'est vrai que moi, je m'étais jamais mis dans les baskets, c'est le cas de le dire, d'un jeune prospect... en même temps, vu mes compétences en sport, c'est logique que je me sois jamais posé la question. Mais c'est un autre débat. C'est vrai que j'avais jamais eu d'empathie pour ces jeunes. Je m'étais jamais imaginé un peu leur quotidien. Et là, c'est vrai que lui, n'importe qui pèterait les plombs avec autant de pression. C'est clair. C'est inimaginable. Et en plus, quand tu sais que globalement, le choix que tu vas faire peut influencer sur toute ta carrière vie, et toute ta vie. Et donc toute la vie de ton entourage aussi. Parce que là, sa petite sœur dépend de lui, en fait. Sa petite sœur et dans certains cas, tes parents, enfin ta mère, ton père, ta famille. Il y a un basketteur qui est très connu aussi, qui s'appelle Allen Iverson, qui est de la même classe de draft que Ray Allen, d'ailleurs, qui à un moment donné était pressenti pour moi. Faisait partie en tout cas de la shortlist, dont le quotidien est beaucoup plus proche de celui de Jesus que ne l'est Ray Allen. On va revenir à Ray Allen tout à l'heure parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, mais qui n'a pas du tout la même vie que le personnage qu'il incarne, alors que Iverson ça y ressemblait beaucoup plus, puisque son père était aux abonnés absents, sa mère était toxico, il a fait de la tôle alors qu'il était en high school et du coup plus aucune fac ne voulait le recruter, enfin voilà. Bref, en tout cas quand il est arrivé en NBA, ce mec-là, il assurait le quotidien d'une centaine de personnes de son entourage, proche ou moins proche du coup, parce que 100 personnes ça commence à faire beaucoup. Il a gagné des centaines de millions de dollars, c'était une icône absolue à un moment donné. Iverson, il était en sponsoring avec Reebok, il faisait plein de choses, il faisait même du rap, enfin voilà, il était parmi les énormes superstars de la ligue. Aujourd'hui il est broke, il a plus un dollar. Il est obligé de faire des interviews en fait à la télé lors d'événements NBA pour renflouer un peu les caisses, parce que tout le monde s'est sucré en fait sur le dos d'Allen Iverson. Et tu le vois aujourd'hui, je vous invite à aller voir des interviews, des vidéos. Il est assez présent dans le microcosme du basket. Et on voit qu'il fait vraiment de la peine. Je pense qu'il est en dépression. Il a grossi, il a pris du poids. On voit qu'il est bouffi d'alcool. Pleure dès qu'il y a un moment un peu émouvant. Il a été introduit au Hall of Fame il y a quelques années. Donc le Hall of Fame, c'est en gros le sacre suprême. C'est-à-dire quand t'as un joueur qui a marqué ton époque, l'histoire du basketball. Après ta carrière, quelques années après, t'es invité à ce que ton nom soit intégré dans un truc qui est à Springfield et qui est en fait la bible grosso modo du basket et de tous les gens qui ont marqué ce sport. Et donc il y en a beaucoup qui craquent à ce moment-là parce que c'est quand même un accomplissement. En plus c'est souvent après ta carrière, donc c'est un moment où tu es un peu plus vieux, où tu fais le bilan. Et Iverson a été inconsolable pendant son introduction au Hall of Fame. Ils ont retiré son maillot aussi à Philadelphie, ce qui est aussi un couronnement dans une franchise NBA. Quand tu as marqué vraiment ta franchise, ils enlèvent ton maillot, c'est-à-dire que plus personne ne pourra porter le numéro que tu avais, et tu as ton maillot qui est affiché parmi les autres grands noms de la franchise dans la salle en fait. Et à ce moment-là aussi, tu vois que le mec n'est pas dans un état psychologique c'est dur. top, et je pense qu'il a subi ces trucs-là sans avoir les armes
pour justement comment dirais-je, se construire, s'organiser pour faire face à toute la pression et à toute cette entrée d'argent. C'est hyper bien montré. Ouais. Le passage qui est très très Spike Lee d'ailleurs, hein, là c'est vraiment tout à fait le style de Spike Lee. T'as une courte scène où on lui expose les dangers de la drogue, de l'alcool, du sexe et de toutes les personnes qui vont vouloir profiter de lui en fait. C'est ça. Cette scène elle est vraiment géniale. Quoi. Il me faut des couches pour mon bébé, il me faut du Dolce Gabbana, il me faut du Chanel. T'as du fric quoi. Et quand tu vois en plus la seule personne qui le met en garde par rapport à ces dangers-là, c'est juste le dealer de drogue du coin. C'est ça. Ça aussi, c'est un message, je pense, quand même, qui est le seul mec qui est pas là en train de lui demander où il veut aller et en gros comment il peut se gaver. Essayer de l'inciter un peu d'une façon ou d'une autre et de profiter un peu. C'est quasiment le mec le moins recommandable de tout le quartier. Quoi. C'est clair. Elle est vraiment excellente cette scène. Moi, c'est vraiment la scène, je pense, que je retirerais au-delà des scènes de basket qui sont magnifiques. Mais je veux dire, vraiment cette scène, et puis vraiment, c'est dans le plus pur style Spike Lee, c'est-à-dire qu'on va casser la narration. Ouais, avec des séquences courtes. Voilà, avec des séquences courtes, des gens qui te parlent, qui brisent le 4e mur et donc qui vont parler directement à la caméra. Voilà, qui va très vite avec des gimmicks un peu dans la façon de s'exprimer, le vocabulaire choisi, les choses comme ça. C'est vrai que c'est très Spike Lee et que cette scène, pour le coup, elle est hyper importante et elle est très bien faite. Hein. On voit en quelques petites minutes, on comprend tout à fait les dangers auxquels il est exposé. Et le fait qu'en plus il soit seul pour élever sa petite sœur, ça rajoute un enjeu. Un enjeu supplémentaire. Il fait pas les choix que pour lui. Pour lui, exactement. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle de la relation père-fils. C'est la thématique, c'est une des thématiques du film. C'est l'âme du film, moi je dirais, c'est le cœur du film, quoi. On comprend donc que la relation entre eux a toujours été difficile. Alors ça, c'est très intelligent. La façon dont le personnage de Jake, c'est-à-dire le personnage de Denzel Washington, la façon dont il est introduit dans l'histoire. Au début, tu sais pas ce qu'il a fait. Tu le vois en tôle. Et tout de suite, t'as de l'empathie pour lui. Déjà parce que Denzel Washington, c'est Denzel Washington. Voilà. Il est excellent. Il est excellent. Il joue tellement bien. Parce que là, personne d'autre dans ce rôle-là. C'est tout en finesse. C'est hyper subtil. C'est hyper subtil. Il en fait pas des caisses. Et tu ne sais. En plus, t'arrives même pas à identifier pourquoi t'as de l'empathie pour ce mec. Mais tu l'aimes bien dès le départ. Donc déjà, ça c'est hyper important. Au début, on sait pas pourquoi il est en prison. C'est pas ce qu'il a fait. Donc tu t'attaches à lui. Et quand t'apprends ce qu'il a fait. Moi, en tant que spectatrice, ça m'a posé presque un dilemme, en fait. En réalité, il a tué la mère de ses enfants accidentellement. Bon, alors... la première fois que j'ai vu... Il voulait pas la tuer, quoi. Il voulait pas la tuer. La première fois que j'ai vu le film, la première fois que j'ai vu la scène, je regarde le film, mon mari me pose des questions sur le film, il me dit « Ah, c'est bien tout ça ?» Je lui dis « Ouais, c'est super bien, le personnage de Denzel Washington, il est hyper attachant. » Il a tué sa femme, mais en fait, il a pas fait exprès, c'est vraiment un accident, tu vois. Et moi, dans ma tête, limite, elle a trébuché, tu vois. J'avais refait la scène dans ma tête, c'était moins violent que ça. Et puis, je commence à me plonger un peu dans l'analyse du film, et je me dis, il faut quand même que je revoie la scène, parce que je me rappelle plus trop comment il la tue vraiment. Et en fait, non, c'est hyper violent, hein, il la balance carrément de l'autre côté de la pièce. Et alors, il voulait pas la tuer, mais il se trouve qu'elle se cogne la tête et qu'elle meurt. Mais ça m'a posé des questions sur moi-même, en fait, en ressortant de la scène. Je me suis dit, en fait, j'étais là à défendre un mec qui a quand même été hyper violent avec son fils et sa femme et qui s'est retrouvé à tuer sa femme. Mais c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour que tu aies de l'empathie pour lui et que tu ressentes une sorte de dilemme. Une fois que tu sais ce qu'il a fait, tu t'en veux un peu de l'apprécier, ce mec, en fait, quoi. Mais à côté de ça, il est sympa, tu sens qu'il s'en veut. Il s'en veut, il le dit tout le long du film. C'est un film aussi sur le pardon, en fait. Le fait qu'il y ait des références bibliques et pas innocent non plus par rapport à ça. Parce que c'est vraiment un film sur le pardon et sur comment pardonner à quelqu'un qui a commis l'acte. Il veut que son fils lui pardonne, pas pour lui. Pas pour lui-même, mais pour que son fils aille mieux et évolue. Parce qu'il lui dit, si tu gardes la haine comme ça envers moi, ça va te bousiller ta vie. Exactement. Et il a raison, en fait. Hein. Haïr quelqu'un, ça fait pas de mal à la personne qui est en face. Hein. La personne en face, elle le ressent pas nécessairement, mais par contre, ça va te bousiller toi. C'est un des messages du film, je trouve qu'il est... Et c'est là aussi très subtil. Et Denzel Washington est juste magistral. Pour moi, c'est le rôle de Denzel. Ouais, c'est un de ses meilleurs rôles, je pense, et c'est là où il est... Je crois qu'il a même pas été nominé aux Oscars. Non, alors ce qui est marrant par contre, c'est qu'il a accepté le deal avec Spike Lee en reniant un peu sur ses émonuments habituels. D'accord. Donc il a joué pour moins cher que ce à quoi il aurait pu prétendre. Et il a accepté 2 jours après avoir reçu le script. Ah ouais. Il a lu le truc et tout de suite il a voulu faire ce film parce que c'est pas qu'un film de basket, c'est pour ça que je disais en intro, est-ce que c'est vraiment un film sur le basket ?
Pour moi, c'est plus un prétexte et une trame de fond. Oui, un c'est fil sûr. rouge que vraiment la thématique centrale. Le thème, quand même, de la façon dont les jeunes recrues sont plus ou moins manipulés, exploités, ça, oui, ça, le thème est là. Mais c'est vrai que le cœur du film, c'est vraiment la relation du père et de son fils, en fait. Ouais, c'est clair. Et lui, le fait qu'il soit sorti de prison pendant quelques jours aussi, qu'est-ce que ça implique, comment il le vit. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on comprend, mais c'est pas dit clairement, c'est vraiment hyper subtil, et c'est pour ça que ça me plaît. On comprend qu'il devait avoir un problème avec l'alcool. Le personnage de Jake, donc de Denzel Washington. Et t'as juste un tout petit détail qui m'a fait dire ça, c'est qu'à un moment il entraîne son fils sur le terrain de basket et que tu le vois récupérer une bouteille dans un sac en papier, ce qui veut dire que c'est de l'alcool parce que sinon auprès d'un autre mec. Voilà. Donc tu te dis d'accord. Donc ce qui explique peut-être la violence aussi sous-jacente. Et la violence psychologique envers son gamin, elle est juste c'est horrible. Comme il le pousse, c'est horrible. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est croyable. Je pense que... Alors, c'est un peu ma question aussi. Est-ce que tu peux devenir un athlète accompli sans avoir eu des parents qui t'ont poussé derrière La question se pose, en tout cas. Poussé à un stade peut-être même parfois pas sain. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'athlètes, en fait. Le gamin tel qu'il est dépeint dans le film, c'est un gamin normal. Oui. Avec des prédispositions pour le sport. Mais c'est un gamin, tu vois, qu'il a envie de jouer avec ses potes, de s'amuser, qu'il n'est pas dans un... Il n'est pas dans un processus de se challenger pour devenir meilleur, pour en faire son métier après. Il y a des gamins qui sont conçus comme ça du départ. Oui, t'as Lui, des gosses tu sens que c'est pas son cas. hein. Donc son père, en fait, il se dit, ok, il est doué, faut pas qu'il gâche ce don-là, et donc je vais le pousser au max, mais ça va trop loin. Et quelque part, ça va trop loin, mais en même temps... c'est ce qui fait qu'il devient aussi bon au final. Exactement. Donc c'est à double tranchant. Est-ce que le père vit son rêve à travers son fils ? Je pense que c'est aussi un des messages. Tu comprends que Jake Shuttlesworth était un bon basketteur. Et qu'il aurait aimé. Et qu'il aurait aimé pouvoir en faire son métier, etc. Mais qu'il a peut-être pas pu le faire parce que, j'en sais rien, il a peut-être pas eu la vie. Et que donc il se retrouve. Il aurait aimé offrir autre chose, une autre vie à sa femme, à ses enfants aussi. Et ça, tu le comprends très vite dans le film. Que le quartier dans lequel il a fait grandir ses enfants parce qu'il n'avait pas le choix, il habitait là, conditionne plein de choses. C'est une thématique d'un film dont on en a déjà parlé, comme la haine, etc. Mais c'est aussi très présent de manière complètement différente dans A God Game. Mais tu comprends que si Jésus avait grandi dans un autre quartier, il serait probablement dans un autre mindset et dans un autre contexte. Voilà, en fait, il y a énormément de messages. C'est souvent le cas dans les films de Spike Lee. Tu l'as dit, il est hyper productif. Parce que je crois son premier film a dû sortir en 86. Moi, je pensais que c'était le 12e film de Spike Lee. Alors j'ai peut-être mal compté. Alors j'ai peut-être compté les courts-métrages. Ah, c'est peut-être... il a fait des courts au début de sa carrière, il a fait des courts. Mais oui, à une époque, il en sortait un tous les ans, tous les 2 ans. C'est impressionnant. Et des bons films en plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça reste quand même des films intéressants à voir parce que je les ai pas tous vus, mais moi non plus. Mais il y a toujours des messages hyper souvent quand même autour de la Black Power et tout ça, condition des Afro-Américains, etc. C'est aussi le cas dans A God Game. C'est en filigrane aussi, hein. C'est pas martelé. C'est vraiment en filigrane. Je voulais justement, on parlait du générique de début tout à l'heure. La musique a été composée par un mec qui s'appelle Copland, je crois. D'accord. Donc le reste de la BO c'est Public Enemy, mais juste les premières images, celles dont on parlait tout à l'heure, où on voit des gens qui jouent au basket. C'est presque de la musique classique. C'est de la musique classique. C'est un mec qui s'appelle Copland, qui est donc un pianiste, un compositeur, auteur originaire de Brooklyn. D'accord. Qui a aussi fait une chanson au sujet d'un mec qui s'appelle John Henry. Je sais pas si on a déjà entendu parler. Il y a une version de Johnny Cash, de John Henry. Ok. Donc John Henry, c'est un mec qui a vraiment existé. Hein, c'est une figure symbolique du combat des Afro-Américains, puisqu'en fait c'est un ancien esclave qui a été libéré de sa condition d'esclave, mais qui quasiment pour qui ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'en fait il travaillait sur la construction des chemins de fer aux États-Unis, et en fait il plantait en gros les clous qui servait à maintenir les rails du chemin de fer. Et un jour, on lui a mis une machine face à lui en disant la machine sera plus productive que toi. Et en fait, il s'est challengé en disant faut que je prouve que je suis plus productif que la machine. Et je crois que c'est sur 3 miles où il plante les clous et où il se met minable pour montrer qu'il est plus productif que la machine. Et à la fin, il gagne cette course, sauf qu'en fait, qui gagne ?
C'est ni lui Et oui, ni parce la Chine. qu'il reste esclave. Il reste esclave Sa et en condition, plus il a produit plus vite pour les responsables du chemin de fer. Et en fait, c'est une très très belle allégorie au film, puisqu'à la fin, tu as l'impression que Jesus gagne parce qu'il a pardonné à son père. Tu as l'impression que Jake gagne parce que du coup il va. Bon, Pas sûr qu'il sorte de prison. Hein. c'est pas sûr, ça. À mon avis, c'est fait arnaquer, Jake. C'est en pointillé. Ouais, c'est pas trop. Mais bon, tu sens que le fait que le rapport avec son fils se soit Oui, amélioré, c'est quand amélioré, même c'est une quand même victoire une victoire en soi. Mais au bout du bout, qui est-ce qui gagne? C'est le gouverneur. Mais Il c'est signe à Big State Jesus. C'est sûr. Tu vois, je trouve que la Le symbolique parallèle de ce... avec John Henry, Ouais. il est bien là. Ouais. Il est bien là. Je pense que c'est pas innocent de la part de Spike Lee d'avoir choisi Copland pour faire l'introduction du film. Quelque part, il nous annonce le truc du départ. Au final, Et en c'est plus- toujours le système qui gagne. quoi. Exactement. Et en plus, tu vois, pour renvoyer encore à cette image-là, je sais pas si tu l'as vu, Marie, mais le nom de l'équipe de Lincoln High School, c'est les Trail Chauffeurs, un truc comme ça, enfin les souleveurs de rails en fait. D'accord. Ah ouais, non, j'ai pas capté. Tu Et vois. donc tu vois, ça fait, Ah je ouais, pense y a que ça vraiment fait des- référence à ouais. John Henry du Ouais, coup c'est par pas rapport un hasard. à la petite anecdote. Ceci conclut la première partie de notre podcast consacré au film He Got Game. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine où nous aborderons l'emblématique père de Jordan 13. Nous parlerons également des choix de casting de Spike Lee et Kino nous offrira des anecdotes croustillantes sur la NBA. Merci à tous.